Aujourd'hui, n'importe qui peut chanter n'importe quoi. Ça donne une autre couleur, c'est un peu une couleur à la mode, mais j'aime pas le son. Votre première rencontre avec Jean-Jacques Goldman? On avait été réunis par Jean Maresca, qui était le producteur de Typhon, pour le 3e album, et il m'avait incorporé dans le groupe, parce qu'au départ, je n'étais qu'un remplaçant. Et ça a été le coup de foudre musical immédiat avec Jean-Jacques. À quoi ça tient, ça? Un coup de cœur musical? Je ne sais rien. Si j'avais su, j'en aurais eu peut-être d'autres, avec Paul McCartney, par exemple, mais c'est pas arrivé. Donc... De quoi on parle quand on a la vingtaine, qu'on s'appelle Michael Jones ou Jean-Jacques Goldman, qu'on vient de se rencontrer? On part pas, on joue. Ouais. Ça en a commencé, Jean-Jacques s'est mis au piano, moi j'ai pris la guitare, on a fait des blues. Notre passion, c'était la musique, et donc on s'est mis à parler une fois qu'on se connaissait un peu mieux. On a écouté il y a quelques instants Je te donne avec Jean-Jacques Goldman, et hors antenne, vous nous avez dit « Ah, c'est pas la bonne version, je préfère l'acoustique ». Oui, parce que le son est plus moderne, plus récent. C'est très difficile de refaire Je te donne. C'est une chanson qui est pas facile à faire autrement. Ou il faut le massacrer, comme certaines versions. Mais d'un point de vue du public, en tout cas nous, simples auditeurs, quand on écoute Je te donne, on a quand même le côté Madeleine de Proust, les sons qui nous enveloppent, c'est un petit plaid. La version acoustique ne change pas énormément. C'est juste, il n'y a plus les solos de guitare au milieu, et il y a une section de cordes, et il y a aussi un chœur gospel à la fin. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire de la musique à cette époque et maintenant? C'est-à-dire qu'à l'époque, ça coûtait très cher. Il fallait, dans un studio, enregistrer les instruments. Il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque, donc il fallait jouer bien, en place. Il n'y avait pas autotune, donc il fallait chanter juste. Aujourd'hui, n'importe qui peut chanter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un petit clavier qui fait 40 cm de large et un ordinateur, et on peut programmer la musique et on peut chanter, et si c'est pas juste, on met autotune à donf et ça donne une autre couleur. C'est un peu une couleur à la mode. Mais il peut y avoir aussi de la beauté dedans, dans l'autotune, dans les accidents de la création. Il y a plein d'artistes qui l'utilisent comme un véritable instrument maintenant. Ah oui, ils utilisent comme... Mais j'aime pas le son. Moi, je trouve que ça enlève tout le caractère de la voix. C'est comme si... aujourd'hui, par exemple, pour les guitaristes, il y a une nouvelle mode, c'est des amplis simulés. C'est quoi ? C'est des boîtes électroniques où il n'y a plus d'haut-parleurs, on branche directement dans la table ou dans la sono, et ça fait illusion. Mais c'est pas le vrai son, c'est comme un synthétiseur qui essaie d'imiter un orgamo ou un piano Fender. Ça imite. Est-ce que vous pensez que maintenant on a accès au vrai son ? Avec nos téléphones, avec les endroits, les enceintes connectées, les endroits où on écoute la musique? Ah, du tout, pas du tout. C'est-à-dire que c'est pareil, dans le temps, les haut-parleurs, ils faisaient 1 mètre de large sur 60 cm, 80 cm de haut, parce qu'il faut un certain volume pour qu'un haut-parleur sonne. Donc aujourd'hui, les petits haut-parleurs qu'on a, c'est simulé électroniquement. Donc on perd des fréquences. Et c'est comme l'MP3. L'MP3, il n'y a que 10% de la musique. Donc, pour moi, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé d'écouter très fort pour avoir un son à peu près potable. Mais c'est... Bon, moi, je suis déjà sourd, mais c'est pas très, très bon pour les oreilles. Ça a été quoi votre premier contact avec la musique ? Je suis né au Pays de Galles, donc on tombe un petit peu dedans quand on est petit, comme Obélix. La première chose qu'on apprend à l'école maternelle, c'est à chanter, faire du bruit avec des instruments. Et quand est-ce que vous vous êtes dit « je vais en faire ma vie » ? En fait, c'est la musique qui m'a choisi. J'avais fait des études d'ingénieur en mécanique de sport. Je rencontre des musiciens en France et je pense venir pour prendre un an sabbatique pour m'amuser un peu, et ça fait 50 ans que ça dure. Vous avez fait le trajet inverse. Souvent, les musiciens français rêvent d'Angleterre, rêvent des États-Unis. Vous êtes venu en France. À l'époque, la France était un pays où on pouvait venir faire de la musique, en vivre assez facilement. En Grande-Bretagne, par exemple, pour être professionnel, il faut être salarié d'un artiste. Donc, venir juste pour le fun, faire de la musique comme ça, c'était vraiment beaucoup plus facile en France. En plus, il y avait à l'époque encore des bases américaines où on pouvait aller jouer pour des Américains qui, eux, ils aimaient le blues, le rock, le soul. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez joué de la musique à Paris ? Ouh là là, à Paris, je me rappelle, on s'est fait arrêter par la BAC.
On avait joué dans un théâtre au nord de Paris. La Bac Nord. Oh, et donc, on était en train de retourner à l'hôtel et on ne voulait pas laisser les guitares dans le camion. Et ils ont dû croire qu'on faisait un cambriolage. Et c'était difficile parce que d'abord, ils ont commencé par nous tutoyer. Et j'ai trouvé ça pas très poli. Et violemment, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne nous parlaient pas gentiment du tout. Donc, il me dit, ça fait combien de temps t'es là? Je dis, 3 jours. Tu te fous de ma gueule? Non, je dis, ça fait 3 jours qu'on est à l'hôtel. Et bon, ça s'est arrangé à la fin, mais bon, c'était ma première rencontre avec la BAC. Donc, vous avez un souvenir ému? Grave. Les camions partent de Sony, et là, qu'est-ce qui se passe? On a volé le camion. Il y avait tous les pochettes dedans. Vous faites partie des rares à avoir écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Quel souvenir de cette chanson-là? Le grand souvenir, c'est que avant que Johnny chante la chanson, moi j'ai chanté la partie en anglais pour envoyer en Irlande à Carmel. Et Johnny était là en train d'écouter. Et au bout d'un moment, Jean-Jacques vient me voir et me dit, Michael, j'espère que ça ne te dérange pas, mais il faudrait que tu partes. Je vais voir Johnny et je dis bon, salut. Et il me dit, je suis désolé Michael, mais je t'ai écouté chanter, j'arrive pas à chanter devant toi. Voilà, j'ai pris ça comme un compliment et ça prouve la sensibilité de Johnny. Tout le monde pensait que c'était un grand dur et tout, non. C'était un extrême timide et quelqu'un de très sensible. Est-ce qu'il vous manque Johnny Hallyday? Bien sûr. C'était le boss français, quoi. C'était une voix exceptionnelle. Même, je l'ai vu avant son décès et il était fatigué, ça se voyait, mais la voix, elle était encore là, quoi. J'avais eu la chance d'être là aussi et c'était fabuleux. Michael, vous dites que le véritable amour de votre vie, c'est la guitare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport que vous avez avec cet instrument? Au départ, c'était l'instrument le plus pratique parce que le seul transportable. Et quand on allait jouer dans les pubs, on pouvait s'accompagner et avoir l'air un peu moins con. Il y a aussi le fait qu'on se cache un peu derrière. Moi, je suis pas un frontman naturel. Donc, c'est un compagnon. Quand on progresse avec l'instrument, on a l'impression que ça devient partie de soi. Il y a des vibrations, on les sent. Il y a une fusion énorme entre l'instrument et celui qui le joue. Je ne sais pas expliquer autrement. Alors, en parlant de William Sheller, j'ai eu l'immense privilège de travailler avec lui. C'est un musicien extraordinaire. Et puisque tu parles de gens qui t'ont accompagné dans ta vie, on ne peut pas ne pas citer le trio Fredericks, Goldman, Jones. Et il y a une anecdote avec l'album Pluriel qui sort en 2000. L'album est fait dans un coffret métallique. Les camions partent de Sony. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les camions venaient d'Italie. C'est pas Pluriel, c'est Rouge. C'est Rouge, excuse-moi. Voilà. Et on a volé le camion. Il y avait tous les pochettes dedans. Voilà, il y en avait, je sais pas, 300 000. Donc il y avait des rustlers d'albums? Non, en fait, je pense qu'ils ont piqué. C'était en tôle. Elle était en fer. Je crois que même c'était de l'alu. Et ça a de la valeur. Et donc, je pense que non, ils les ont fondus pour vendre le métal. Ça fait que ça a retardé un peu la sortie de l'album. Ouais, c'est bien vendu quand même. Donc, Ça a changé quelque chose dans votre vie, cet album? Oui. Travailler en groupe, c'est quand même quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que le partage musical, j'ai toujours aimé ça. Là, on avait un truc, on ne sait pas comment expliquer ça. Par exemple, le premier album Fredericks Goldman Jones, Jean-Jacques nous avait invités dans son studio pour travailler les voix. Et il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas besoin, que ça marchait tout seul. Il suffisait qu'on se met autour d'une guitare et on chante. Chacun trouvait sa voix automatiquement. Pourtant, vous avez tous les trois des voix tellement différentes. Pas tant que ça. On avait la même tessiture à peu près. Carole chantait un tout petit peu plus haut que Jean-Jacques. On pouvait s'interchanger de voix. Je ne sais pas comment expliquer, ça allait tout seul. J'ai un souvenir, on jouait à Toulouse une après-midi pendant les Restos du Cœur pour une autre association, parce qu'on faisait souvent ça. Donc Jean-Jacques, Carole et moi, on a chanté avec juste 2 guitares. Et après nous, Maxime Le Forestier passait. Il me dit, mais comment veux-tu que je passe après vous? Vous êtes des tueurs. Mais il le pensait sincèrement, parce que Maxime est passé derrière pour faire La Maison Bleue, mais c'est une super chanson, donc il n'y avait aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de puissance quand on chantait tous les trois qu'on ne peut pas expliquer, c'était comme ça. On est quand même à une époque où les artistes parlent de leurs followers, de leurs vues, et vous, comme Jean-Jacques Goldman, vous êtes encore attiré par avoir une guitare, écrire des textes, chanter, être au contact des gens. On a l'impression que l'ombre, c'est quelque chose dans lequel vous êtes très très à l'aise. Pas tout à fait, parce que j'ai monté une émission de télé qui s'appelle Confiture. Pendant le confinement, on ne pouvait pas travailler et les restaurateurs ne pouvaient pas travailler. Donc c'était de réunir les artistes avec un chef. Donc là, évidemment, on regarde les vues, parce que
on a envie de continuer. Mais sinon, non. Moi, je m'en fous. Je dois avoir à peu près 80 000 sur Facebook. Maintenant, le disque se vend plus. C'est les vues, c'est... Voilà. On vient d'écouter Ray Charles avec I've Got a Woman. Pourquoi vous aimez ce morceau, Michael Jones? Il y a une riff... normalement, lui, il l'a fait au piano, mais on peut le faire un peu country à la guitare. Donc, je disais que c'était un peu misogyne, parce qu'il dit quand même que la place d'une femme, c'est à la maison. Mais, totalement misogyne. Voilà. Mais c'est la chanson elle-même, comment elle est construite. Il y a une très très belle version de Johnny Hallyday. Ça fait partie des morceaux où en bof. Tout le monde la connaît. Et bon, Ray Charles, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et, alors, il faut nous raconter ça. C'était un film de Bernard Schmitt qui s'appelle Pacific Palisades. Ouais. Et la dernière chanson pendant le générique du film, c'est une chanson... qui s'appelle Pacific Palisades, et c'est chanté par Ray Charles. J'ai écrit cette chanson, la musique est de Jean-Jacques et les textes sont de moi. Il arrive, il commence à jouer la chanson au piano. Nous, on avait fait la maquette, et c'est une autre chanson. C'est-à-dire qu'il a fait une chanson de Ray Charles. C'est fabuleux. Mais comment ça se passe juste avant qu'il arrive? C'est-à-dire que vous êtes avec Jean-Jacques Goldman, et vous dites « Mec, on va écrire pour Ray Charles, tu te rends compte? Ça rigole, c'est studieux, c'est quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y a une pression? Ah non, du tout. C'est-à-dire que c'était une idée de Jean-Jacques, Ray Charles. Parce qu'on est tous les deux fans fous, et il s'était dit, s'il y a une voix qui peut faire cette chanson, c'est Ray Charles. Jean-Jacques est très fort pour ça. C'est comme pour Céline Dion. Il sait exactement qui va pouvoir faire ça. Ray Charles, il est venu, il fait la chanson. Nous, on était là, genre bouche bée. Waouh. Une seule prise. J'étais obligé de dropper un mot. Dropper un mot, c'est de enregistrer juste le mot. Parce qu'il chantait en lisant le braille et il s'est trompé d'un mot. Il y avait des blagues de Ray Charles, il y avait un humour de Ray Charles. Il y avait dans la chanson. Ouais. Mais en fait, il est venu, on s'est dit bonjour, on a travaillé, on a fait la chanson, on s'est serré la main, il est parti. C'est dingue parce que lorsqu'on écoute une chanson, en général, on a l'impression que les gens ont passé un moment incroyable et la chanson survit à ce moment. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Oui, mais il avait eu la maquette. Parce que pour faire venir un artiste comme Ray Charles, il faut qu'il apprécie la chanson. Ouais. Et donc, il avait eu la maquette où c'était moi qui chantais. Il a accepté, il est venu, il l'a fait. Et il avait bien bossé, il connaissait toutes les harmonies et tout. Et voilà, il a fait une chanson de Ray Charles. Est-ce qu'il faut toujours travailler avec les héros de sa jeunesse ou parfois on risque d'être déçu? J'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez rencontré vos idoles? Non, pas toutes. Non. Non, moi, mon rêve, c'est Paul McCartney. C'est même pas pour dire bonjour, c'est pour jouer avec lui, quoi. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait s'il n'avait pas été là. Mais j'en ai rencontré quelques-uns quand même. Mais c'est souvent des belles rencontres. Des fois, on est déçus. Mais en général, les grands, c'est des gens vrais. En tout cas, vous faites partie des grands Michael Jones, au même titre que Jean-Jacques Goldman. 1m80. Voilà, vous êtes grand, moi je suis gros. Vous venez de publier l'autobiographie Mes plus belles chances aux éditions Robert Laffont. Quand on parle de chances qui s'accumulent, est-ce qu'on pense qu'il y a un destin ou une accumulation de hasard qu'on a saisi? Je pense que c'est surtout le fait de pouvoir saisir ces chances. D'ailleurs, Jean-Jacques en parle beaucoup dans ses chansons. C'est ta chance, par exemple, en est une. Et il y a tellement de gens qui vont nous dissuader en disant « Ah ben non, faut pas faire ça, tu prends un risque. » À ce moment-là, on deviendrait tous fonctionnaires, quoi. Est-ce qu'il faut travailler avec des œillères pour avancer? Il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que, je crois que Jean-Jacques en parle. Il n'y a rien de pire que la vie de chanteur. On a des œillères en vie dans un endroit clos. Pour créer, il faut vivre avec des gens, il faut rencontrer des gens normaux, il faut prendre le métro. Si on ne vit plus, on parle de quoi? Est-ce qu'en amour, vous avez eu de la chance? Ben oui. Comment vous l'avez su? Parce qu'on est heureux. Il n'y a que ça qui compte. Vous dites souvent « je t'aime » ? Oui, moi je ne suis pas comme Jean-Jacques. Jean-Jacques, il dit « sache que ». Il n'a jamais dit « je t'aime » dans une chanson. Ouais. Si, il le cite. Il y a mourir dans « je t'aime ». Où il y a un contrat dans Je t'aime. J'aimerais vous présenter une artiste qu'on aime beaucoup dans Verven Underground, c'est Awali. Bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Et j'ai très envie de vous présenter à Michael Jones pour plein de raisons, parce que vous représentez tous les deux une musique qui ne fait parler rien d'autre que la musique. Et c'est rare de nos jours. Pour vous, c'est quoi? C'est qui Michael Jones? Comment dire? On sent vraiment, c'est très
compliqué parce qu'elle est juste à côté de moi déjà. Oui, un très grand artiste, une très belle âme. Ça se ressent, cette âme, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il a pu écrire, dans tout ce qu'il a pu chanter, dans ce qu'il a pu Je dis des conneries aussi. Hein. Oui, mais ça fait partie. Des belles âmes aussi. Awali, on vient d'écouter Mesmerizing. Vous avez découvert la musique grâce à votre père. Dans sa discothèque, il y avait du jazz, du blues, des musiques africaines. Mais c'est seulement plus tard que vous commencez à chanter. Ouais, disons que c'était très très éclectique, tout ce qu'écoutait papa. Le chant, par contre, depuis toute petite, j'aime chanter, mais de là à en faire mon métier, il s'est passé tellement de choses entre-temps qu'on n'aurait pas assez de pour pouvoir vous raconter. Ça a été quoi le déclic ? Mais alors le déclic, c'était tout simplement en Italie. Moi, j'ai vécu à Rome pendant plus de 21 ans. Je suis revenue là au moment du premier confinement à Paris. Et puis j'ai rencontré énormément de musiciens qui m'ont soutenue, qui m'ont poussée, qui m'ont invitée à participer à beaucoup de jams. Et puis c'est là que j'ai commencé en fait à faire de ma passion mon métier. Et j'étais partie pour des études de commerce international, donc vraiment rien à voir. Ouais. Et j'ai démissionné et je me suis lancée corps et âme, justement. Bienvenue au club. Ouais. Ça correspond à ce que vous disiez plus tôt, Michael Jones, c'est que des fois, c'est la musique qui vous choisit. Exactement. En tout cas, on est obligé de faire le choix, mais on n'a pas trop le choix, en fait. C'est tout à fait ça. Vraiment se sentir comme happé, comme poussé, comme attiré, et de ne pas pouvoir faire autrement, et de se dire qu'à côté de ça, voilà, c'est un peu une folie. Enfin, j'étais très dans des études universitaires, avec un travail ensuite qui donnait une certaine forme aussi de sécurité, etc. Puis là, c'est se lancer sans filet, et puis on se dit, quel que sarà, sarà. Capito. Et voilà, et ça a été vraiment une... Et le meilleur est à venir. Et le meilleur est à venir, toujours. Le en meilleur italien, est déjà ça là. donne quoi? Il migliore sta per venire, però per me il migliore è già qui, c'est-à-dire le meilleur est déjà ici, et en fait ça peut que devenir mieux, mais il faut se dire que c'est ici et maintenant le meilleur. Contrairement à ce qu'on pense, parce que quand on parle de la musique, le pop, on pense souvent à la Grande-Bretagne, mais l'Italie est un grand pays de musique. Si on regarde en arrière, il y en a eu tellement d'immenses artistes italiens et qui ont influencé beaucoup de monde, qui ont influencé les Américains. Elvis Presley. Lesquels pour notre playlist, Michael Jones? Pour moi, number one, c'est Zucchero, qui est fabuleux, mais il y avait Adriano Celentano, Paolo Conti, Eros Ramazzotti, il y en a beaucoup. Est-ce que votre musique est qualifiable? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est tellement un mélange d'influences entre les États-Unis, l'Italie, la France. Ça ressemble au monde, en fait. C'est ça, c'est une belle image. Ça, c'est vraiment ce que je suis aussi. C'est vrai que ça fait très cliché maintenant de dire je suis citoyenne du monde, mais c'est vraiment ce que je me sens d'être intrinsèquement, vraiment profondément. Je suis née, j'ai grandi à Paris, mais... Donc, ça fait plus de 20 ans que j'habite à Rome. Mes origines sont du Sénégal, de Dakar, où j'ai la chance de pouvoir aller assez souvent. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Et tout ça constitue ce que je suis. Et je le retranscris, le retransmets dans les sons, dans les chansons que j'écris. Michael Jones, comment vous vivez, vous, le sampling? Comment est-ce que vous vivez d'être samplé? Le sampling fait partie aujourd'hui de la musique. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, on n'aura plus rien à sampler à force de les sampler. Et donc, on sera obligé de revenir vers des instruments qui font ces sons. Le sampling utilisé à bon escient, ça peut être vachement bien. Des grands musiciens ont utilisé le sampling. Dr. Dre est un grand musicien, un grand producteur. Prince utilisait également le sampling. Alors, je vais poser une question bête. Le premier sampling, le Benefits of Mr. Kite par les Beatles dans Sgt. Exactement. Où ils ont découpé la bande parce que c'était pas libre de droit. Ils ont mélangé la bande, ils ont recollé ensemble pour faire cette musique de fête. Et on a une tradition à Wallis ici, ça s'appelle la couverture. Vous savez, l'émission c'est Verven Underground. Ouais. On a sa petite verveine, on a son petit underground, on mélange les cultures, les influences, les générations. Et là, un petit plaid, une couverture, une cover. Et Awali nous fait le plaisir de reprendre Je te donne de Jean-Jacques Goldman en a cappella. Merci. Juste à côté. Juste à côté de Michael Jones. Waouh! I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony and let the words ring. Carry your thoughts in the song we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Ce
Je te donne ce que j'ai, ce que nous valons. Je vous pose la question à tous les deux. C'est quoi des gens bien comme il faut? Des gens qu'on sera jamais. Je crois qu'il y a autant de gens bien comme il faut que de personnes sur cette planète. Je pense qu'il y a Ça, trop de gens comme il faut qui ont des façons de penser qui sont vachement négatives. Les chances se provoquent, mais souvent des gens comme il faut, c'est des gens qui provoquent pas de chance. Et après, ils se plaignent parce qu'il leur arrive rien. Est-ce que c'est confortable? D'être comme il faut, Ouais. Peut-être, mais ennuyeux aussi. ça doit être très ennuyeux. Après, peut-être que comme il faut dans un endroit, c'est pas comme il faut dans un autre, donc ça dépend vraiment. On laisse vraiment parler on est aligné avec soi. Là où on est aligné avec soi, on parle et on dit vraiment la vérité de son cœur, c'est comme il faut, pour moi en tous les cas.